Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. Et je vous retrouve aujourd'hui pour le traditionnel bilan / haul du mois de septembre 2024. J'ai comme d'habitude énormément de choses à vous montrer, donc je propose qu'on ne perd pas de temps en blabla. Et commençons tout de suite, juste si un petit truc parce que vous le voyez sans doute là. Ceci est mon carburant en ce moment, puisque c'est du coca, voilà, je le dis, je l'assume. C'est pas bon pour la santé, c'est bourré de sucre, mais il faut ce qu'il faut parfois pour tenir, je suis désolée. Et je le dis parce qu'elle est là, alors à des fois que vous vous dites mais qu'est-ce qu'il y a dans sa petite tasse, c'est du coca. Et vu que je ne bois pas de café et qu'il paraît qu'il y a de la caféine là-dedans, c'est psychologique. C'est mon carburant, j'en ai besoin pour tenir. Je vais sans doute prendre 18 kilos d'ici la fin de l'année, mais c'est pas grave. Voilà, commençons donc comme d'habitude par les livres que j'avais reçus les mois d'avant et que j'ai lus du coup ce mois-ci, donc je vous en parle très rapidement. Le premier, c'est Celle qui reste de Rachel Korenblit, qui est sortie dans les éditions Nathan. Non, qui est sorti aux éditions Nathan dans la collection Court Toujours, donc c'est des romans très très courts qui ont la particularité d'être accessibles sous deux formats, donc tu achètes la version papier et tu as le petit QR code pour avoir la version audio gratis. C'est dans ce cas-là, parce qu'il y en a plusieurs dans la collection Court Toujours, à chaque fois c'est des histoires indépendantes et courtes, c'est le principe. Et celle-ci, je l'avais choisie et demandée en service de presse puisqu'elle retrace un peu l'histoire de, la fin de l'histoire d'Oedipe et notamment celle d'Antigone, sa fille, et donc de la ville de Troie, pas du tout, de Thèbes et de tout ce qui va lui arriver. Donc bien évidemment, c'est extrêmement court comme format, donc on survole un petit peu les choses, on n'approfondit pas forcément, mais j'ai trouvé le prisme d'entrée assez intéressant dans cette histoire, et je pense que si vous ne connaissez pas le mythe et si ça vous intéresse, c'est un bon moyen de commencer à s'y intéresser, et surtout c'est un bon moyen de titiller un peu l'attention des lecteurs. Donc franchement, c'est une collection qui est très intéressante pour des gens qui ne sont pas forcément des gros lecteurs. Je pense notamment à des ados assez jeunes. Donc ça peut être très sympa et voilà, j'ai kiffé. Enfin j'ai kiffé. Il y a 50 pages, c'est difficile pour moi de dire j'ai kiffé en 50 pages, mais j'ai trouvé le concept intéressant. Même combat pour ces deux petits mangas qui s'appellent Glouton et Dragon. Donc j'avais reçu les deux premiers tomes en service de presse. Je les ai lus dans la foulée. Le concept est hyper original. Imaginez genre Donjons et Dragons, c'est une bande d'aventuriers qui est un peu en galère et ils rencontrent quelqu'un qui leur dit ouais ok vous êtes en train de chasser des monstres à chaque fois, bon c'est un peu la galère et tout, mais est-ce que vous saviez, parce que vous avez pas de thunes, mais est-ce que vous saviez que les monstres après on pouvait les manger? What? Bon, je le résume pas très bien, mais en gros c'est ça, à chaque fois qu'ils rencontrent un monstre, ils vont nous montrer comment ils le tuent, mais après comment ils le cuisinent, et ça fait des recettes qui, attention, je vais dire un truc bizarre, donnent vraiment envie. Genre t'as du risotto de monstres qui a essayé de te tuer 3 secondes avant, mais ça passe. Donc en fait chacune de leurs aventures, chacune de leurs petites péripéties est prétexte à nous faire découvrir un nouveau monstre, et donc une nouvelle recette à base de ce monstre. Bien évidemment il y a d'autres choses aussi, il y a les personnages, leurs relations, ils ont un objectif d'aller sauver quelqu'un qui faisait partie de leur compagnie et qui a été du coup prisonnière, enfin il y a une aventure qui s'est mal terminée et ils veulent un petit peu régler ça. Donc le concept est hyper cool, les dessins sont très mimi, c'est un manga, alors je dis pas que je lirai toute la série, mais honnêtement le concept était original, je trouve que ça change un peu de ce qu'on lit habituellement, donc j'étais contente de pouvoir les découvrir. Après ça j'ai lu Daydream de Hannah Grace, bien évidemment, c'est le 3e tome dans la même série que Icebreaker, et c'est sur un personnage que j'aimais trop dans les 2 premiers tomes qui s'appelle Henry, qui est un personnage un petit peu, enfin même carrément introverti et assez spécial, mais hyper attachant. Et donc là, c'est son tour d'avoir sa petite histoire d'amour avec Hailey qui... Enfin, Ali, pardon. Pas pourquoi je vais rajouter un Y comme ça. Ali qui, elle, est une bookworm, la bookworm par excellence. Et du coup, c'est leur relation... alors, je vais pas vous cacher, c'était un peu lent. Enfin, c'est toujours lent, plus ou moins, Hannah Grace. Mais j'avais plus, je pense, accroché au personnage alors du premier tome, Icebreaker, je sais pas pourquoi ça reste mon préféré alors que c'est sans doute le pire au niveau smut, mais ça reste mon préféré parce que j'ai trop aimé les personnages. Le deuxième était très pipou, celui-ci est très mignon aussi, il y a vraiment des sujets importants qui sont abordés et les personnages sont intéressants. Comme je vous disais, Henry, moi je l'avais trop aimé dans les premiers. Là je sais pas, il y avait moins d'alchimie je trouve entre les deux. Et j'ai beaucoup aimé, mais c'est pas mon préféré de la série. Vu que les 2 premiers sont sortis en français, j'imagine que celui-ci va aussi être traduit, mais je n'en sais pas plus pour le moment. En tout cas, c'était une bonne lecture, mais rien de fou, t'as vu. Ensuite, j'ai lu les 2 premiers tomes dans la série. Comment s'appelle la série? Dreamland Billionaires. C'est une série de Lauren Asher. Oh waouh! Je sais pas si ça va se voir à la vidéo, mais mon spot est en train de me lâcher. C'est génial, mais c'est génial! Moi je vous le dis les gars, si je survis jusqu'à la fin de l'année, c'est un miracle. Anyway, comme je disais, c'est une saga de Lauren Asher. Le premier tome s'appelle The Fine Print, le deuxième s'appelle Terms and Conditions. Et en fait, c'est l'histoire de 3 frères qui héritent à la mort de leur grand-père d'une société multinationale, une entreprise qui a plusieurs ramifications, et ils ont par exemple un parc d'attractions style Disney, ils ont une compagnie de films, etc. Enfin bref, ils ont plein de trucs. Et en fait, leur grand-père a laissé des conditions
pour qu'ils puissent hériter de la compagnie et avoir la part de l'héritage financièrement parlant. Et du coup, chaque tome se concentre sur un des frères et sur la condition qu'il doit remplir pour valider le testament. Et bien évidemment, le grand-père, c'est un petit rusé et il a mis des clauses qui font qu'il sait que ses petits-fils vont devoir sortir de leur zone de confort ou au contraire faire quelque chose, il sait que ça va déboucher sur quelque chose d'autre. Enfin bref, là on est sur c'est son employé. Ça veut rien dire cette phrase. Waouh, si vous avez compris quelque chose, c'est un miracle. En gros, là, lui, c'est le patron, elle, c'est l'employé. Et là, c'est un mariage de convenance. Et à chaque fois, ils sont hyper grumpy. Et les filles, c'est trop des petits sunshine. Bon, c'est hyper cliché, hein, vous l'avez compris. Mais écoutez, j'ai kiffé. J'ai kiffé parce que les relations sont très très belles. Les personnages sont hyper attachants. C'est pas novateur comme romance, mais j'ai kiffé. Voilà, je vous en dirai pas plus, hein, je peux pas tartiner pendant des piges. J'ai kiffé et j'ai d'ailleurs le 3e tome, je sais pas s'il se voit ici. Il s'appelle The Final Offer et c'est le 3e et dernier tome dans la petite saga. C'est donc le 3e frère que j'ai hâte de retrouver. Et j'ai hâte de le lire parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça, je les ai lus en anglais, mais ça a été traduit en français. Les 3 sont disponibles en français aux éditions BMR. Après ça, j'ai lu Hashtag sans filtre et autres mensonges de Crystal Maldonado, qui m'a été envoyé par les éditions Young Novel. J'avais surkiffé le précédent livre de l'autrice, et celui-ci, je l'ai beaucoup aimé, même si, je crois que je vous en ai déjà parlé dans mon bilan d'avant, il y a des petits trucs qui m'ont... J'étais pas convaincue. Après, du coup, le message derrière tout ça est hyper positif et hyper intéressant. Mais j'ai un peu moins accroché au personnage, j'ai un peu moins accroché, je pense aussi, à l'intrigue et à tout ce qui se passait. Mais c'est hyper touchant parce que l'héroïne, elle a une histoire de famille, mais des moments, j'avais envie de rentrer dans le livre, prendre ses parents comme ça et dire mais maintenant vous allez vous concentrer 2 secondes en fait. Bon, elle aussi, t'as un peu envie de lui dire ça, puisque, pour le petit résumé, c'est l'histoire de Kat qui a un peu du mal dans sa vie de tous les jours, elle se sent pas bien dans sa peau, etc. etc. Et elle décide du coup il y a un concours de circonstances qui fait qu'un soir, elle poste une photo qui n'est pas une photo d'elle. Et par un malentendu, les gens vont croire que c'est elle. Et du coup, en fait, au lieu de démentir tout de suite, elle va jouer le jeu et elle va finir par créer un compte complet. Et donc une seconde vie avec des photos d'une personne qui existe, qu'elle connaît, mais qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Et elle va s'approprier en fait cette vie. Enfin, je le résume encore une fois hyper mal. Vous avez compris, c'est une histoire de réseaux sociaux, de dérives, d'images. On parle de confiance en soi, on parle de pression, on parle de réseaux sociaux, bien évidemment, et de toutes les dérives qu'il peut y avoir. Comme je vous disais, les messages sont hyper positifs. Il faut s'accrocher un peu au début parce que tu la vois faire son truc et tu te dis mais excuse-moi Kat, je te dérange? Parce qu'elle est en toute tranquillité, elle prend des photos de sa pote, puis après elle les met sur les réseaux en disant ah aujourd'hui je suis allée pique-niquer. Mais non, concentre-toi. Bref, c'est un roman à la fois beau, à la fois original et à la fois important, donc carton plein. C'était une chouette lecture. Celui-ci, vous-même vous savez, je l'attendais avec beaucoup trop d'impatience. Il s'agit du 2e tome de Emblème de Ina Ciel. J'avais eu un énorme coup de cœur pour le premier. Et je crois d'ailleurs quand j'avais reçu ce tome-là, que je vous avais dit, le tome 1 est pas facile à résumer. Le tome 2 est encore plus difficile à résumer, mais pour faire simple, on est sur 2 personnages qui ont chacun des objectifs différents. Il y en a un, il veut être tranquille, il veut pas qu'on vienne le déranger parce qu'il a un passé un petit peu traumatisant. Et elle, à l'inverse, elle veut partir à l'aventure, mais pour partir à l'aventure, vu que c'est une femme et que dans cette société, les femmes ne sont bonnes à rien, elle a besoin d'un mari qui l'accompagnerait ou qui lui donnerait son aval. Et du coup, ils vont en fait un peu s'allier, c'est un mariage de convenance aussi, et ils vont finir par partir à l'aventure, non sans mal, et en fait, ça va pas du tout se passer comme prévu. Au contraire, ça va un petit peu partir en cacahuète. Et écoutez, non seulement c'est extrêmement addictif, en plus, c'est extrêmement original. Les personnages sont extrêmement badass, attachants, touchants, tout ce que vous voulez. Le style d'écriture est magnifique et c'est vraiment en fait une ambiance aussi du roman qui fait que j'ai été happée déjà de la première à la dernière page du tome 1, mais aussi de la première à la dernière page du tome 2. C'est une série qui n'est pas extrêmement connue, mais qui mériterait tellement plus d'amour. Si vous aimez la vibe Green Academia, le côté un peu exploration et des personnages qui sont extrêmement travaillés, des relations magnifiques, foncez, c'est une pépite. En plus, je vous l'ai déjà dit, mais l'autrice est française, elle est adorable. Je ne peux que vous conseiller sa duologie. Ah oui, c'est une duologie en plus, ça veut dire là, 2 tomes, c'est fini, c'est plié, c'est emballé. Vous n'avez pas à attendre 47 tomes et tout, tu vois. Argument de plus pour découvrir cette pépite. Celui-ci aussi, je l'ai surkiffé, mais je ne vais pas m'apesantir puisque je vous ai fait une vidéo spécialement dessus. C'est bien évidemment Assistant to the Villain qui m'a été envoyé par les éditions Calix. Il est sorti en 2 éditions et j'ai kiffé en fait. C'est un quasiment enemies to lover, mais qui prend un peu le contre-pied de est-ce que le méchant est vraiment méchant, et même s'il est vraiment méchant,
est-ce qu'on l'aimerait pas quand même un petit peu? L'héroïne, elle est hilarante, les relations sont trop belles, c'est bourré d'humour, d'action, de rebondissements, c'est extrêmement addictif et ça nous laisse sur un petit cliffhanger qui te donne envie d'avoir la suite illico presto. Mais si vous voulez plus d'informations sur ce livre et un résumé un peu plus détaillé, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet, je vous mettrai bien évidemment le lien par là-haut et dans la barre de description. On passe ensuite au service de presse que j'ai reçu ce mois-ci et que j'ai lu dans la foulée. Enfin, ou pas d'ailleurs, parce qu'en fait j'ai reçu, ça commence très mal, cette catégorie je me contredis déjà, j'ai reçu les tomes 4 et 5 en poche de Campus Driver et je les avais déjà lus en fait quand ils sont sortis en grand format, mais je les voulais en poche pour compléter ma collection. Et vous connaissez mon amour pour cette série, genre le premier tome restera à jamais mon préféré. Le 2, je l'avais surkiffé. Le 3, un peu moins, je vous le cache pas. Désolée pour les fans de Lewis. Mais le 4, je l'ai surkiffé aussi. Et le 5 était très sympa. Donc vraiment, cette saga, pépite. Pépite. Et je suis trop contente parce que, vous l'avez sans doute vu passer sur les réseaux sociaux, Amazon Prime a annoncé qu'ils allaient faire une série sur Campus Driver. Et j'ai très peur. Mais en même temps, je suis très excitée, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Juste rapidement pour faire le pitch, même si je pense que tout est dans le titre en fait, c'est l'histoire de 4 amis qui ont fondé une application sur leur campus. En fait, ils font une application de taxi pour que les gens puissent être en sécurité, puisque eux, c'est des fanas de voitures et ils ont besoin un petit peu de flouze. Et en fait, à chaque fois, chaque tome se concentre sur un des membres du groupe. Et enfin, sauf un, parce que Bichette, je sais pas pourquoi il a été puni. Adam, il a pas le tome sur lui, mais c'est pas grave, on voit suffisamment de lui dans les autres tomes. Qu'est-ce que je racontais, je ne sais plus. Je vous disais que que chaque membre du groupe a son roman et du coup a sa petite histoire d'amour. C'est trop bien, c'est génial, c'est aussi notre française, il faut la soutenir et il faudra aller regarder sur Amazon Prime parce que j'espère qu'ils vont nous faire un truc bien. J'ai trop hâte de découvrir ça, je sais que je l'ai déjà dit, mais ça vaut le coup de le redire. Les éditions Hugo m'ont aussi envoyé 2 romans de Émilie Parizeau qui sont sortis à quelques semaines d'intervalle. Le premier s'appelle Hors d'œuvre et préjugés, le deuxième s'appelle Macarons et sentiments. C'est dans le milieu du coup de la cuisine, vous vous en doutez, et ça se passe à Lyon en plus, c'est assez rigolo. Enfin c'est rigolo, pas particulièrement, mais c'est pas le fait que ce soit à Lyon qui est rigolo, c'est juste que moi comme j'habite à Lyon, je me suis dit tiens c'est rigolo. Bon bref. Mais au-delà de la localisation, c'est vrai que c'est rigolo parce qu'il y a beaucoup d'humour dans les échanges entre les personnages. En gros, dans le premier tome, on rencontre Lazare et comment elle s'appelle, Thelma. Lazare, lui, il a un restaurant avec son meilleur ami qui est donc le protagoniste du second tome. Et en fait, pour faire un petit peu le buzz aussi et pour attirer l'attention sur leur restaurant, ils font les vidéos sur TikTok où ils cuisinent à moitié à poil et où ils font des gestes un petit peu suggestifs en aplatissant de la pâte à pain par exemple. On sait tous de quoi je parle et si vous ne savez pas, je vous invite à aller regarder sur les réseaux sociaux. Il y en a 1 million des vidéos comme ça. Et Thelma, elle est critique culinaire et en fait un jour elle va totalement descendre le restaurant de Lazare, sauf que quelques semaines après du coup il y a un producteur de télé qui leur propose de faire une émission en mode cauchemar en cuisine et du coup elle accepte et c'est une relation un petit peu tendue entre les deux parce qu'elle l'a défoncé mais en même temps ils ne peuvent pas s'empêcher d'être attirés l'un par l'autre. Et le tome 2 du coup c'est sur le meilleur ami de Lazare avec qui il a fondé son restaurant et une mère célibataire, voilà, enfin je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. Écoutez, c'était hyper mignon comme romance, c'était comme je vous disais très drôle et en même temps il y a des sujets assez importants qui sont abordés. C'était bien écrit, franchement j'ai kiffé. Et toujours des éditions Hugo Roman, j'ai reçu du coup More Than World de Mia Sheridan qui était, écoutez, une bonne lecture. Moi j'avais lu qu'un seul autre de Mia Sheridan, c'était Kyland. J'avais eu un énorme coup de cœur, moi-même j'ai pas compris, je pense que je m'attendais à rien en commençant Kyland et en fait j'ai été genre bouleversée. J'ai dévoré le livre, bref je m'attendais un peu à avoir la même chose, le même coup de cœur pour celui-ci et pas tout à fait parce que je me suis moins attachée au personnage. J'ai trouvé que le plot il était un peu plus tiré par les cheveux et j'ai toujours pas compris pourquoi il y avait Jeanne d'Arc au milieu. Je vous explique. En fait, en gros, c'est l'histoire de... Alors, j'ai oublié leur prénom, moi, bien évidemment. Jessica et Callen. Et en fait, ils se rencontrent quand ils sont enfants. Et ils ont tous les deux... Enfin, lui, surtout, il a un peu une vie de merde. Donc, en fait, ils sont un peu le refuge l'un de l'autre. Jusqu'au jour où ils se roulent une pelle, quand ils sont ados. Et en fait, Callen disparaît. Et ils se revoient plus. Enfin, ils se revoient plus jusqu'à, 10-15 ans après. Où ils se croisent totalement par hasard et voilà. Non, pas voilà, il y a une histoire bien évidemment, mais je vais pas trop vous en révéler. Bah si, attendez, il faut quand même que je vous dise qu'entre temps, Callen c'est devenu the superstar. Il est un musicien extrêmement connu, sauf que là, il a totalement perdu la petite flamèche, la petite inspiration. Et du coup, il espère que retrouver Jessica va un petit peu le rebooster, entre guillemets. Et je vous parlais de Jeanne d'Arc parce qu'en fait, Jessica, elle est traductrice
et elle est envoyée dans une mission au fin fond de la France parce qu'ils auraient soi-disant retrouvé un carnet qui appartenait à une proche de Jeanne d'Arc et ça permettrait du coup de faire des avancées historiques. Et en fait, on alterne du coup les points de vue, mais on alterne surtout avec des passages du journal de la BFF de Jeanne d'Arc. Et écoutez, en vrai, c'est hyper original et ça donne de la profondeur, en fait, une sorte de crédibilité à la romance. Mais juste quand j'ai commencé, j'étais en mode, mais Jeanne d'Arc. Trop bizarre, mais voilà, bon. Après, c'est pas ça qui m'a freiné, hein, c'est plus le côté, comme je vous disais, ils se retrouvent totalement par hasard, ils vont se recroiser totalement par hasard, enfin je sais pas. J'ai eu un peu de mal avec leur relation que j'ai trouvé un peu forcée, mais il n'empêche que, comme je vous disais, c'est original, ça fait 4 fois que je le dis, je pense que vous avez compris. Et c'est plutôt bien écrit, voilà, c'était sympa. J'ai aussi reçu et lu dans la foulée I Knew You Were Trouble de Alicia Garnier. C'est une belle bricasse. Et c'est un tome compagnon de... Ah, j'ai oublié. Ah, de Can't Help Falling in Love. Et en fait là en gros... Alors moi j'ai pas lu Can't Help Falling in Love. Donc d'après ce que j'ai compris, Falling in Love c'est sur... Je sais plus, bon, je ne sais plus, mais en gros là on suit la sœur du protagoniste de Falling in Love et le meilleur ami du protagoniste de Falling in Love, bon grosso modo. En gros elle a toujours eu un crush sur lui, mais parce que c'était la petite sœur de son meilleur ami et qu'il y avait une dynamique un peu particulière aussi dans leur famille, il l'a repoussée. Donc là c'est des années après, c'est un peu gênant parce qu'ils doivent organiser le mariage de le frère et du meilleur ami là. Et ça va les forcer à se fréquenter, et donc ça va faire tomber toutes leurs barrières. En soi, le début, très sympa, très lent à démarrer, par contre, je ne vous le cache pas, mais sympa, mais sans plus. Par contre, à un moment, tu commences à deviner qu'il y a des petits soucis du côté du gars en particulier, et il y a un plot twist. J'étais en mode, pardon. Excusez-moi, je pense que j'ai pas tout compris là. Genre un plot twist de l'espace, vraiment. Je ne sais pas si la saga principale de l'autrice, enfin, si l'autre saga qui se rattache à ça était aussi avec un plot twist de malade. Mais là, vraiment, ça m'a retourné le cerveau. Donc écoutez, le début était un peu lent à démarrer. Au début, j'étais en mode ouais, sympa sans plus. Et en fait, la fin m'a fait totalement revoir mon avis. Et du coup, j'ai kiffé. Voilà. Et enfin, toujours les éditions Hugo, oui, je vous l'avais dit, j'ai reçu Le Roi de la guerre et du sang. C'est Adrian and Isolde, le tome 1. Je ne sais pas pourquoi je mets des mots en anglais comme ça au milieu. Donc petit jaspage qui, on va pas se le cacher, sert à rien, hein, pardon. Mais bon, à ce compte-là, autant pas en avoir. La couverture par contre, j'adore, je la trouve hyper belle. Même si elle est très classique pour tout ce qui est romantasy, j'adore. Par contre, j'ai pas trop accroché au roman. J'en suis la première désolée et la première déçue. Mais alors, je pense que j'avais quand même un peu d'attente parce que moi, j'ai pas lu Hadès et Perséphone, donc j'étais curieuse de me faire mon avis sur le style de cette autrice. Et là, en gros, c'est l'histoire d'un roi des vampires et... Attendez, il faut que je le remette dans l'ordre. En gros, le roi des vampires va épouser une humaine héritière d'un royaume en disant si tu m'épouses, ton royaume va survivre, etc., etc. Du coup, elle accepte. Elle est décidée à le quick. Parce qu'elle se dit comme ça au moins ça réglerait tous les problèmes et ça l'éviterait de conquérir d'autres royaumes humains. Sauf que en fait elle va se rendre compte que elle est un peu attirée par lui et surtout comme dans plein de romantasy, on se demande finalement est-ce qu'il est vraiment le grand méchant. Donc le plot le plot n'a rien de transcendant, mais j'ai envie de vous dire ça coche un peu les cases de ce que j'aime habituellement. Seulement là j'ai trouvé que c'était pas particulièrement bien amené. Et surtout, je vous jure, en fait, ils se voient une fois et ils ont envie de ken. Et tout de suite, ça part sur des relations hyper sexualisées. Et ça m'a saoulée, en fait, parce qu'il n'y a pas de relation entre eux. Genre, c'est vraiment, ils se voient, je vous jure, je suis désolée. Attention, ce passage va être un peu brutal. Si vous êtes un enfant, bouchez-vous les oreilles pour les prochaines secondes. En gros, le mec, à chaque fois qu'il la voit, il a une érection. Genre, physiologiquement, je m'inquiète pour lui. Vraiment, je m'inquiète pour lui. Du coup, à chaque fois qu'ils se voient, ils sont totalement excités. Donc, ils ont envie de se sauter dessus. Et au bout d'un moment, ils se sautent dessus à chaque fois qu'ils se voient. Et en fait, à cause de ça, à cause de cette tension sexuelle qu'il y a entre eux et qui est vachement mise en avant, il n'y a pas vraiment de relation qui se développe. Enfin, ils se connaissent à peine en fait, puisqu'ils parlent pas, puisqu'ils font que... voilà, bon bref. Donc déjà ça m'a totalement freinée parce que moi j'aime la romantasy, vous le savez, j'aime les romances, je lis de plus en plus de romances, je lis même quand il y a des scènes de cul, c'est pas grave. Mais là en fait ça tournait vraiment que autour de ça. Le world building il est intéressant mais il est vraiment trop faible. Et à des moments en fait on nous révélait des choses à la fois sur les personnages et sur l'univers qui auraient mérité qu'on s'arrête 5 secondes et qu'on dise ah ouais quand même, ou que les personnages posent des questions en mode ah tu viens de me révéler un truc quand même sur moi qui est pas anodin, et eux ils étaient en mode ah d'accord, bon on ken. Limite c'était ça, je le simplifie à l'extrême mais limite c'était ça. Vous avez compris, j'ai pas kiffé, je ne lirai pas la suite et voilà, je suis un peu déçue, mais du coup je pense que je ne lirai pas Hadès et Perséphone, même si je sais que vous êtes nombreux à me demander de lire Hadès et Perséphone, mais franchement si c'est sur le même schéma, je sais déjà que je vais pas kiffer.
Je vais pas m'infliger ça. Hein. Les éditions Lumen m'ont envoyé La Reine des Spectres de Niki Preto. C'est le tome 2 de la saga qui s'appelle La Maison des Morts. Et le tome 1 s'appelait La Forgeuse d'Os. Voilà. Donc je vais pas vous parler du tome 2 bien évidemment, que j'ai lu ce mois-ci, mais je vais vous faire un petit résumé du tome 1, même si ça va être extrêmement compliqué. En gros, c'est dans un monde où le pays est divisé en clans, et selon le clan, tu as des pouvoirs particuliers, et notre héroïne, elle est forgeuse d'os. Donc en fait, elle peut agir sur les os, et surtout, elle fait partie d'une sorte de... j'allais dire de secte, mais c'est pas vraiment le mot, une sorte d'organisation de soldats, de guerriers, etc., qui s'occupe de renvoyer... Enfin, en fait, une fois que quelqu'un meurt, ils s'occupent je vais y arriver. Ils sont chargés de s'assurer que les esprits morts restent morts et vont dans l'au-delà. Et en fait, le jour de sa fin de formation, il se passe un truc qui fait qu'elle est refoulée totalement de sa société et elle est envoyée dans une espèce de no man's land où les spectres marchent librement et où c'est totalement l'horreur. Donc elle essaye de se racheter et pour ça, elle va partir à la recherche du prince héritier qui était en visite au château où elle se trouvait et qui s'est fait kidnapper, cet imbécile, par l'héritier d'une maison ennemie. Et en fait, bon, bref, pareil... alliance, trahison, complot politique. Je le résume hyper mal, j'en ai conscience, mais c'est un univers qui est extrêmement riche, donc c'est pas facile à résumer, mais c'est trop bien. Franchement, c'est une duologie, j'ai kiffé, il y a tout ce qu'il faut, la romance enemies to lover, des relations d'amitié qui sont hyper belles, un univers de fantasy qui est waouh, j'avais jamais lu ça, c'est trop original. Il y a beaucoup d'actions, de rebondissements, il y a comme je vous disais, le côté un peu intrigue politique. Franchement, c'est trop bien. C'est pareil, je comprends pas, enfin, moi perso j'aime pas trop les couvertures, donc peut-être que c'est pour ça aussi que ça a pas trop fonctionné en librairie, mais je trouve qu'on la voit pas du tout passer, même sur les réseaux sociaux ou quoi, et c'est bien dommage parce que c'est une fantasy qui vaut le détour. Les éditions PKJ m'ont envoyé Never Ever Getting Back Together, Taylor Swift Power, un peu comme I Knew You Were Trouble d'ailleurs. C'est un roman de Sophie Gonzalez, et je crois que celui-ci, je vous en ai déjà parlé. Je l'avais lu parce que j'avais reçu une épreuve non corrigée il y a déjà un moment, et en gros, c'est l'histoire, j'ai oublié les prénoms, donc on va pas faire semblant, hein, je vais dire, c'est l'histoire d'une fille qui a plaqué un de ces mecs qui était vraiment... Enfin, qui se fait plaquer d'ailleurs, je crois, par un mec qui était vraiment un gros connard, pardon de le dire, mais c'est vraiment ça. Et en fait, ce mec, du coup, est entre-temps devenu connu, puisque sa sœur a épousé un prince, et du coup, ça fait de lui un membre un peu de la royauté. Du coup, il y a une émission de télé-réalité qui s'intéresse un peu à lui, et qui décide de réunir toutes ses ex, parce qu'il en a un paquet en plus. Et en fait, c'est un peu comme genre... c'est un peu la romance de la seconde chance, c'est un peu comme les... Comment ça s'appelle, là, le Bachelor, sauf qu'il faut reconquérir l'affection de ce mec. Donc elle, qui le déteste, elle se dit never, never, never. Sauf qu'après elle se dit attendez, parce que moi là je passe pour la méchante dans cette histoire, en mode je déteste le mec que tout le monde adore. Donc il faut que je leur dise la vérité sur lui. Elle accepte d'aller à l'émission de télé, mais en fait son but c'est uniquement de pourrir le mec. En fait elle veut, devant tout le monde, sortir toutes les crasses qu'il a fait à tout le monde. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que au casting il y aurait aussi notre ex bien évidemment de ce mec, et en fait ce serait avec cette fille qui l'aurait trompé et qui aurait fait que leur relation se termine. Donc ça va être extrêmement tendu jusqu'à ce que les deux filles communiquent un peu et se rendent compte qu'en fait c'est vraiment lui le gros fils de... Voilà. Donc après c'est aussi une petite histoire de alliance improbable entre deux filles qui vont décider de se venger de ce fils de... Voilà. Donc là, encore une fois, le résumé le plus brouillon que vous avez jamais entendu de votre vie. Mais c'est une romance queer qui est hyper mignonne. Après, je sais pas, j'ai moins accroché que les autres romans de l'autrice parce que j'ai trouvé, bon déjà le pitch il est hyper tiré par les cheveux, mais c'était drôle, c'était mignon, mais je sais pas, j'ai pas eu cette petite alchimie pour les personnages. Donc c'était une bonne lecture, mais sans plus. C'est hyper brutal quand je dis ça comme ça, non ? C'était sympa en plus, hein, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, mais c'est juste que j'en garderai pas un souvenir impérissable, t'as vu ? Les éditions Rajo m'ont envoyé L'Académie des sombres maléfices de Ariane Ghezzouli. La couverture est beaucoup trop belle, elle est shiny comme Jaja. Et c'est l'histoire de Willa qui entre à l'Académie des maléfices, donc bien évidemment. Elle a un peu de mal à se faire une place dans l'Académie parce que les cours de magie sont extrêmement difficiles. En plus, elle est séparée de sa meilleure amie, elle est obligée de cohabiter avec une personne qu'elle aime pas trop et qui a pas la cote en plus. Donc c'est vraiment très compliqué comme début d'année. Et on se rend compte, en plus de ça, qu'il y a des élèves qui disparaissent, donc elle va décider de mener l'enquête. Et alors là, bien sûr, à partir de là, tout part en cacahuète et elle va découvrir des trucs de dingos. C'est un roman qui est assez jeunesse, à la fois dans le traitement et dans l'intrigue, mais j'ai trouvé très chouette, vraiment une vibe à la Harry Potter.
et c'est original, les personnages sont attachants, il y a beaucoup d'action, donc franchement, une très bonne découverte. Exactement pareil pour un roman qui m'a été envoyé par les éditions Nathan, ça s'appelle Légende des mondes d'Aria, et je ne connaissais pas du tout, mais apparemment c'est un roman d'après un jeu qui est joué en live sur Twitch. Bon alors là moi je vous dis ça comme ça, je sais pas ce que ça vaut comme info, hein, je vous laisserai vous renseigner, mais en gros c'est la novélisation du plot de base, j'ai l'impression, du jeu Twitch. On est sur clairement des personnages que tout oppose, qui se retrouvent en prison en même temps, qui vont du coup s'allier pour s'évader, et en fait de fil en aiguille, il va leur arriver plein d'aventures et ils vont rester ensemble et ils vont faire des trucs pareils foufou. En gros, c'est une quête épique après une quête épique et à chaque fois, on découvre un peu des choses sur les personnages. Il y a le côté vraiment très found family qui est extrêmement bien fait. Les personnages sont vraiment attachants, ils sont hyper variés. C'est une très très bonne lecture aussi. Après, c'est pareil, je vois que c'est le tome 1. Je vous garantis pas que je vais lire toute la saga, mais en tout cas, c'était très sympa et d'ailleurs, c'est un roman ado. Mais je pense honnêtement que ça peut passer pour les gens qui sont fans de Donjons et Dragons et de tous les trucs un peu dérivés. On est clairement sur la même ambiance, donc si c'est votre délire, foncez, c'était très sympa. On va continuer du coup avec les éditions Rajo. J'avais aussi reçu Vivre sans attendre de Laurine Momela, qui a été un beau coup de cœur. Il m'a brisé le cœur, hein, mais il était trop trop beau. J'ai un peu chialé, je ne vous le cache pas. En gros, c'est l'histoire de Chloé qui perd Noah, qui était comme un frère pour elle, son meilleur ami depuis des années, et en fait elle perd totalement pied parce qu'elle n'arrive pas à se reconstruire à partir de là. Et un jour, Noah lui apparaît, son fantôme en gros, et il lui dit mais qu'est-ce que tu fais là en fait, hop 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 on se bouge, et du coup ça va la pousser à reprendre un petit peu pied avec la réalité, ce qui est assez paradoxal parce que c'est quand tu vois des fantômes que tu reprends pied avec la réalité, enfin bref. Donc elle va finir par se rapprocher d'autres personnes au lycée et c'est le chemin de sa reconstruction en gros, avec des histoires d'amour, des histoires de famille et ce côté vraiment, cette histoire de deuil en fait, comment on fait son deuil. C'était extrêmement beau, très très touchant, vraiment une très belle lecture. J'aime beaucoup aussi le style de cette autrice, c'était à la fois drôle, c'est assez particulier quand même de te faire rire sur ce genre de sujet, mais l'autrice réussit à te faire rire et à te faire pleurer en même temps. C'était vraiment une pépite, je l'ai adoré et je ne peux que vous le conseiller. Donc je vous rappelle, Vivre sans attendre, foncez. En plus voilà, l'autrice est française, elle est hyper sympa, beaucoup trop mimi. Foncez découvrir ça. J'ai aussi reçu du coup Saint de Adrienne Young qui est le préquel, oh non, je l'ai abîmé. Ah non, c'est bon, j'ai eu peur. C'est le préquel de Fable puisque c'est l'histoire du papa de Fable qui est un personnage hyper intéressant dans la duologie. Et là on en apprend bien évidemment plus sur lui, sur la maman de Fable aussi, sur leur histoire, sur pourquoi ils en sont où ils en sont dans Fable, grosso modo. Et alors j'ai pas vraiment retrouvé le personnage qu'on voit dans Fable, mais tu comprends un peu mieux pourquoi il en est là, pourquoi il est comme il est. Et là vraiment, waouh, il est hyper attachant. C'est une relation qui est très très belle et toujours cet univers que je trouve vraiment hyper intéressant. On n'est pas sur de la piraterie hein, comme on peut le penser certains avec Fable, mais vraiment c'est du commerce maritime et du coup il y a toutes ces questions justement, ces enjeux presque commerciaux qui frôlent le politique. C'est extrêmement bien fait, c'est hyper intelligent, j'ai kiffé. Et le dernier qu'ils m'ont envoyé ce mois-ci, c'est bien évidemment Camera Obscura de Maëlle Desarts et je l'ai surkiffé, il est magnifique. Je ne vais pas vous en parler en détail parce que là aussi je vous ai fait une vidéo spécialement sur ce livre. Je vous mets le lien vers la vidéo dans la barre de description et par là-haut. Juste sachez que c'est une ambiance un peu dark, gothique, je ne sais pas trop comment dire ça, puisqu'on est à Londres au 19e siècle, il y a une brume bizarre qui s'échappe de la Tamise, il y a des morts qui ne restent pas morts, il y a des protagonistes qui essayent de comprendre ce qui se passe et des disparitions et des meurtres inquiétants. Il y a une romance absolument incroyable même si elle n'est pas au centre de l'histoire, enfin c'est pas elle qui détermine toute l'histoire, mais elle apporte un petit truc en plus, t'as vu? Il y a énormément d'humour, il y a une ambiance extrêmement prenante. Enfin bref, c'est un énorme coup de cœur. Je l'ai surkiffé, je ne peux que vous le conseiller. Les éditions La Martinière m'ont envoyé 2 livres ce mois-ci. Alors je vais commencer par celui-ci parce que je vais vous répéter la même chose que pour celui d'avant. C'est Songlight de Moira Buffini. Gros coup de cœur. Je l'ai surkiffé. Et du coup, logiquement, je vous ai fait une vidéo sur le sujet. Donc pareil, si vous voulez mon avis détaillé, je vous invite à aller soit là-haut, soit dans la barre de description. C'est un roman qui mélange à la fois La Servante écarlate et Hunger Games pour le côté un peu dystopique. Il y a du fantastique, il y a de l'action, de l'aventure, une héroïne absolument incroyable, une romance contrariée, des personnages qui sont extrêmement riches et qui cassent le côté très manichéen qu'on peut avoir parfois dans les romans ados. Vraiment, j'ai même pas les mots, je vous jure, j'ai surkiffé. Pépite. Et en plus, il est beau. Alors, pour ne rien gâcher, là, le jaspage, je kiffe.
Et puis la Martinière m'a envoyé Maudite, La Voix des Ombres de Laetitia Lajoigny, que j'ai lu dans la foulée et que j'ai aussi beaucoup aimé. J'avais lu les autres romans de l'autrice et celui-ci est clairement mon préféré, même si j'avais déjà beaucoup aimé les autres. En gros, c'est l'histoire d'une académie qui forme des élèves à gravir une montagne, puisque chaque année, il y a une cordée qui va partir et qui doit en fait atteindre le sommet de la montagne dans l'espoir de tuer le monstre qui y réside et qui en fait impose la tyrannie sur la ville en l'occurrence. Donc là on suit la cordée de Liv qui s'est formée toute sa vie pour faire ça et on suit du coup leur ascension mais on suit surtout comment tout part en cacahuète et comment tout est remis en cause et ce qu'ils découvrent à la fois sur eux, sur leurs relations, sur leur monde. Enfin bref, c'est vraiment trop original, trop bien écrit, trop addictif et l'ambiance. Alors moi j'ai jamais fait, enfin si, j'ai fait de la rando, je fais du ski, j'ai fait un peu des trucs où il fallait s'encorder, enfin bref, je vois un peu le truc, tu vois. Mais j'ai jamais été une sportive de l'extrême et j'ai jamais fait des ascensions comme ça. Parce que là, c'est clairement inspiré de l'ascension genre du Mont Blanc ou de l'Everest ou un truc comme ça. Mais c'est tellement bien écrit que tu te sens dans l'ambiance avec eux, tu sens la neige autour de toi, tu sens la pression, la peur du monstre, les relations qui commencent à se compliquer et tout. Vraiment, c'est incroyablement bien écrit. Et j'ai kiffé. Autre livre que j'ai kiffé, les éditions Comet m'ont envoyé When the King Falls de Marie Nioff, je ne sais pas comment ça se dit. C'est une histoire de vampire, et oui, c'est l'histoire en gros du roi des vampires qui chaque année choisit une mortelle qui devient son épouse de sang, je crois que ça s'appelle. Et en gros, c'est son garde-manger vivant, hein, voilà, il se nourrit d'elle pendant un an. Et après, elle retourne dans sa famille, vivre sa vie, sauf que bien sûr, elle revient avec un petit peu de richesse et un petit peu d'honneur, etc., etc. Et notre héroïne, Florence, elle est décidée à être choisie, pas parce qu'elle veut l'honneur de nourrir le roi, mais parce qu'elle a prévu du coup de se profiter de ce rapprochement pour le zigouiller, puisqu'elle fait partie de la résistance, de la rébellion, tout ce que vous voulez. Et elle a été formée toute sa vie pour zigouiller le roi. Sauf que Bichette, quand elle arrive devant le roi, elle se rend compte de 1 que ça va pas être si facile de le tuer, et de 2 que est-ce qu'elle a vraiment envie de le tuer? Spoiler alerte, on le sait tous, non. Parce qu'en fait, elle se rend compte que le grand méchant n'est pas si méchant. C'est une duologie, laissez-moi vous dire qu'on termine sur un cliffhanger du futur. Il faut savoir que c'est une romantaisie, mais en fait, c'est une romance. Enfin, tout est centré sur la romance, sur le développement des personnages, de leurs relations, sur le cheminement que fait Florence. Il y a un côté fantastique bien évidemment, il y a un côté intrigue politique, mais il n'est pas du tout mis en avant. Donc ne lisez pas ce livre en pensant vous lancer dans une saga de fantasy incroyable ou quoi, c'est vraiment quasiment 100% romance, on va dire 99% romance. Ça ne m'a pas empêché de kiffer et j'ai trop hâte d'avoir le tome 2 du coup. J'ai aussi beaucoup aimé La Lame du Roi qui m'a été envoyée par les éditions Casterman. Là on est sur un monde où il y a des faées, alors moi j'aime pas trop les faées d'habitude, mais là écoutez c'était plutôt bien fait. Des faées qui en fait ont été totalement chassés par les humains, du coup ils sont dans un royaume un petit peu au loin, sauf qu'il y a bien évidemment des demi-faées qui eux sont exploités et carrément esclavagés, ça n'existe pas ce verbe mais vous avez compris l'idée, par le roi tyrannique d'un des du royaume voisin quoi. Et en l'occurrence Kira elle est la lame du roi, c'est-à-dire que elle est une de ces demi-faées qui a été exploitée et qui a été formée pour être l'espionne et l'assassineuse. Ce n'est pas un mot non plus, mais la Martinière l'avait fait avec Kéléana quand ils ont tout refait Throne of Glass, donc je vais le réutiliser. C'est l'assassineuse royale et elle va être chargée par le roi de s'occuper de l'ombre qui est un rebelle qui cause du tort au royaume. Et totalement dans la même vibe, on va se rendre compte que Kira a peut-être plus en commun avec l'ombre qu'elle ne le pensait. Et là on est full intrigue de cour, full intrigue politique. C'est extrêmement bien fait, c'est très riche. C'est pas forcément très original, que ce soit dans l'univers, dans le traitement des personnages ou quoi, mais c'est hyper addictif. En fait, c'est bien dosé, c'est suffisamment original pour que tu dises ah sympa, pas non plus révolutionnaire pour que tu sois totalement perdu en mode je ne comprends rien. Les personnages sont extrêmement badass et très attachants. Il y a la petite dose de mystère qui est saupoudrée tout au long du roman, il y a la petite romance qui va bien, évidemment, bien Enemies to Lover. Donc vraiment un premier tome très efficace. Là moi j'ai reçu cette version qui est la version du coup brochée, mais ça va sortir aussi en relié, mais je crois un peu plus tard parce qu'ils ont eu des petits soucis d'impression. Donc j'ai pas de date précise en tête, mais normalement d'ici fin octobre ça devrait sortir dans une édition avec une couverture différente et du jaspage, tout ça. Et franchement j'ai kiffé donc je vous recommande. Et enfin, dans les services de presse du coup que j'ai mis comme lu, que j'ai reçu ce mois-ci, les éditions PKJ et particulièrement Célia et Roxane, merci beaucoup les filles, vous êtes trop kiki, m'ont envoyé du coup le tome 4, enfin le préquel de Hunger Games en version collector sublime. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas forcément ces éditions, on en avait déjà parlé, mais je sais pas, moi je trouve que ça colle trop avec Hunger Games. Genre, pour moi là ça crie Capitole, genre le truc bien blanc, bien en épure et tout, et en même temps la couleur hyper vive, je sais pas, bref.
Donc ça, c'est le préquel, donc bien évidemment la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Et ça, c'est la version illustrée du premier tome de Hunger Games. Et juste truc de ouf, quoi. Truc de ouf. Je suis comme une dingue parce que, je sais pas, ça me fait quelque chose. Regardez-moi ça, là. Oh, c'est Katniss dans sa robe. Attendez, je vous cherche les autres illustrations. Putain, j'ai pas choisi l'angle le plus pratique pour tourner les pages. Bon, là, ils sont dans l'arène. J'adore. Vraiment, j'adore. Non, attendez. J'adore. Bon, bref. Vous avez compris le bail. C'est le premier tome en version illustrée avec donc du coup quelques illustrations de certaines scènes. Vous connaissez mon amour pour Hunger Games. Je suis fière de l'avoir dans ma collection. Donc encore merci PKJ. Pause hydratation et pause caféine. Et on passe au service de presse que j'ai reçu ce mois-ci mais que je n'ai pas encore eu le temps de lire. Vous allez voir, il n'y en a pas tant que ça. Parce que j'ai carburé niveau service de presse là. Il y en a deux en fait. Le premier c'est Agence Perdido de Victor Dixon qui est sorti là tout récemment. J'ai reçu la version collector qui est juste trop belle. Genre vraiment... Waouh, 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 waouh. Bon enfin waouh à l'intérieur après c'est du texte mais le jaspage trop beau, la couverture trop belle. Je suis très intriguée par ce titre parce que moi j'ai lu beaucoup de romans de Victor Dixon. Mais là ça a l'air vraiment... Vraiment le retour à la fantaisie pure et dure quoi. Enfin je vous dis ça, moi j'ai lu que Phobos en fait de Victor Dixon. Donc oui, bon bref. Je vous lis le résumé. La vie de Lucy bascule quand sa mère disparaît mystérieusement. La jeune orpheline en est réduite à voler dans les trains de New York pour subsister. Jusqu'au jour où elle fait la connaissance de Rita Perdido, une femme entourée de secrets qui lui propose de rejoindre son agence de retrouvage. Lucy découvre qu'elle fait partie d'une caste en voie de disparition, les retrouveurs, qui ont le pouvoir de pénétrer dans les oubliettes pour en rapporter les objets, les personnes et les souvenirs disparus. Persuadée que sa mère a été enlevée par un croque-mitaine, Lucy se lance à sa recherche, mais à mesure que s'éteignent les derniers retrouveurs, les croque-mitaines gagnent en puissance et préparent leur effroyable revanche contre la surface. Je pense que ça va faire un peu peur, mais pas trop non plus. Donc c'est bien, c'est ce qu'il me faut. Pas trop peur, mais un peu. Et j'ai hâte de découvrir ça. En tout cas, je suis désolée, je le redis, mais trop beau cette édition. Enfin, trop belle cette édition du coup. Et le deuxième service de presse reçu et pas encore lu, il s'agit du roman qui s'appelle Le théorème des garçons de Anna Gracia. Et là c'est l'histoire de June qui est en dernière année de lycée, déjà qu'il n'est pas simple d'être adolescente, mais quand il faut en plus gérer au quotidien une mère taïwanaise qui vous met la pression pour atteindre l'excellence, il est particulièrement compliqué de trouver votre équilibre. Et dans le fond, à quoi bon faire autant d'efforts si de toute façon vos résultats ne font de vous qu'une fille moyenne. Aussi June préférait se consacrer à autre chose, à savoir l'amour, ou tout du moins ce qu'elle croit être l'amour. Aussi quand son presque petit ami semble vouloir lui faire comprendre qu'il a envie d'avoir des rapports intimes avec elle, la lycéenne commence à envisager sérieusement la question. Donc c'est marqué que c'est loin d'une comédie romantique traditionnelle, mais un roman qui décrit le quotidien d'une adolescente en proie à ses doutes et aux exigences qu'on cherche à lui imposer. Ça a l'air d'être un roman extrêmement touchant et à la fois méga important, comme souvent avec les éditions Young Novel. Et j'ai hâte de le découvrir, j'ai vu des très bons retours sur ce titre sur les réseaux anglophones, donc hâte de le lire. Je l'ai déjà dit, je le redis, encore une fois, hâte de le lire. Ensuite, ça ce sont les livres qu'on m'a offerts ce mois-ci et que je ne l'ai pas encore lu du coup. Parce que du coup en septembre c'était mon anniversaire et du coup j'ai reçu beaucoup de cadeaux. Ah mais d'ailleurs attendez, il m'en manque alors. Ah mais oui, j'avais oublié ces deux-là. Donc d'abord ma copine Maëlys m'a offert le t-shirt que je porte aujourd'hui, qui est trop beau. Et elle m'a offert une romance en anglais qui s'appelle Live Ranch Love. En gros c'est une romance small town à base de petits cow-boy et ça a l'air trop chou. J'ai vu des bons retours sur les réseaux sociaux. C'est un livre auto-édité si je ne me trompe pas. Au début c'est marqué où est-ce que il y a les scènes de smut et du coup on peut les éviter. Ça c'est une très bonne idée mesdames. Non mais vraiment calme-toi Marie là. Donc j'ai trop hâte de lire. Et puis au travail, mes collègues, enfin mon chef en l'occurrence, m'ont offert La tisseuse de Mélodie, qui est trop beau bien évidemment. Alors j'allais vous lire le résumé, c'est marqué Nul n'échappe à son destin. C'est le roman de Sarah qui est aussi sur les réseaux sociaux et pour de rire, il n'y a pas de résumé. Ah, ça nous dit que à Solvara, la musique possède un pouvoir redoutable, une partition peut ensorceler, manipuler et parfois même tuer. Comme 49 rares élus, Shona est une tisseuse, une servante du dieu Sol. Cloîtrée depuis l'enfance dans l'atrium, lieu saint, elle tisse sous la forme de partitions de musique des mélodies du destin, l'avenir de chaque habitant du royaume. Lorsqu'elle entrevoit par accident son propre futur dans lequel elle est à l'origine de la chute de Solvara, son existence bascule. Bientôt accusée d'être au cœur d'un complot qui vise à renverser le roi, Shona décide de fuir. C'est jamais très bon ça en général, je sais que des fois t'as pas le choix, mais là en l'occurrence c'est juste une manière de prouver ta culpabilité Shona. Mais bon, je ne juge pas, j'attends de lire le roman vraiment. Bref, contrainte de collaborer avec Alistair, un musicien aristocrate dont le destin semble intimement lié au sien, la jeune femme n'aura d'autre choix que d'émêler les notes de sa destinée avant que celle-ci ne s'accomplisse. Très beau livre, vraiment hâte de le découvrir parce que j'ai vu des avis, j'ai vu tout et n'importe quoi comme avis dessus. Des gens qui ont surkiffé,
des gens qui ont trouvé ça un peu trop lent. Hâte de voir dans quel team je me place. Toujours au boulot, j'ai reçu Most Attractive Billionaire et l'ambition entre nous, qui est le premier prix du concours HarperCollins qu'ils avaient fait, qui est marrainé du coup par nous les lecteurs. C'est deux romances, hein, voilà. Il y en a une, Most Attractive Billionaire, vous vous en doutez, c'est une romance entre une jeune femme totalement random et un multimillionnaire. Donc moi, je sais pas pourquoi je kiffe ça. Sans doute parce que j'ai un peu l'espoir que ça m'arrive un jour et qu'après le mec il me dise mais arrête de travailler, passe ton temps à lire et à écrire, ma belle. Ça va bien se passer, je paye pour toi. Et moi, je serais en mode... Je lui dirais même pas, t'es sûre, hein. Je dirais, ok. Ah non, moi, faut pas me le dire deux fois. Hein. Et l'ambition entre nous, du coup, c'est l'histoire de Swan qui est avocate. Et apparemment, il y a des... Enfin, ses collègues de travail pensent qu'elle est en couple avec Isaac, qui est son collègue craquant, mais qui a le don de l'énerver. Et du coup, elle se dit, ah non, hors de question qu'il pense que je suis en couple avec lui. Sauf qu'apparemment, ça arrange sa responsable, sa patronne. Donc ils vont faire semblant. C'est du fake dating, j'en demande pas beaucoup plus à mes romances en général, et j'aime beaucoup la couverture, je sais pas pourquoi, je la trouve trop kiki. Hâte de découvrir ça aussi. Et les derniers livres là, c'est des cadeaux de mes Kevin. Donc j'ai reçu Paybacks a Witch. C'est une histoire en gros de sorcière qui a fui sa communauté et qui là du coup revient. Et en fait elle va décider de se venger de son ex. Et pour ça elle va demander, enfin elle va se rendre compte en fait que son ex a aussi une autre ex qui serait aussi son ennemi. Du coup elles vont s'allier toutes les deux pour le faire cailler, mais du coup sur fond de sorcellerie. Donc je trouve ça plutôt cool et c'est parfait pour la saison, j'espère que je vais le lire cet automne. Elles m'ont offert Rival Darling qui est une romance, alors je vous l'ai pas dit mais du coup Payback the Witch c'est une romance enfin c'est un livre en anglais, là aussi c'est en anglais, en fait tous les livres qu'elles m'ont offert là c'est des livres en anglais donc voilà je préviens. Ça c'est une romance bien évidemment avec un joueur de hockey, n'en dites pas plus. Ça aussi, c'est une romance avec des joueurs de hockey. C'est Alors, je sais pas si c'est le dernier tome, mais en tout cas, c'est le dernier tome sorti d'une de mes sagas préférées. Comment elle s'appelle d'ailleurs cette saga? Playing for Keep? Je crois que c'est comme ça, Playing for Keep. Enfin bref, en gros, à chaque fois, c'est dans l'équipe de hockey, un membre de l'équipe de hockey. Et j'ai trop hâte de le lire, mais je sais pas pourquoi, les romances de hockey, je vais me les garder pour l'hiver plutôt. Ça me paraît plus être la vibe, mais j'ai trop hâte de lire celui-ci. Parce que vraiment, les premiers, je les avais kiffés. Et le dernier que j'ai déjà lu, du coup, c'est Wild Eyes de Elsie Silver. C'est le dernier tome sorti dans la série Rose Hill. Et c'était incroyable. J'ai kiffé. Ça n'égalera jamais Chestnut Spring pour moi. Hein. Vraiment, ça, c'est la saga qui est on top. Mais j'ai kiffé quand même. Vraiment, Elsie Silver, je t'aime. Ce mois-ci, je me suis acheté... Alors... Je me suis pas acheté que 2 livres, les gars, ce serait beaucoup trop simple. Mais au boulot, en tout cas, j'ai acheté 2 livres. Je me suis pris Good Material, tout simplement parce que Clara Hero me l'a recommandé. Voilà, j'ai pas d'autres arguments. Ça avait l'air trop mimi. Elle m'a dit, c'est dans la même vibe que les Emily Henry, tout ça. Marie, tu vas kiffer. J'ai dit, ok Clara, je l'ai acheté. Et je me suis pris du coup Love Redesign de Lorraine Asher. C'est sa nouvelle série qui s'appelle Lakefront Billionaire. Toujours un truc avec les millionnaires. Je sais pas pourquoi. Elle aussi, elle a une obsession, elle a un espoir peut-être. Mais je te comprends Lorraine. Et du coup, c'est sa nouvelle série qui met en scène des multimillionnaires. Hâte de les lire. Et il y en a 2 qui sont sortis. Donc pour le moment, c'est que en français. Mais... non, pas du coup, l'inverse. C'est que en anglais, mais peut-être un jour en français. Who knows? Ah si, ce mois-ci, je me suis acheté ça aussi. Je l'ai lu dans la foulée, donc ça s'appelle The Bribe de Devney Perry. Et c'était pas non plus transcendant, mais écoutez, ça a fait le taf. J'ai quand même bien aimé. En gros, c'est une rockstar qui a des problèmes. En gros, elle se fait harceler, elle se sent pas en sécurité. Bref, elle décide de tout plaquer et d'aller... se perdre au fin fond du trou du cul du monde, au milieu du Montana, aux États-Unis. En fait, elle cache son identité pour pas être retrouvée par les paparazzis et puis par la personne qui la harcèle. Sauf que lui, il est agent de police, et enfin shérif, genre. Et en fait, il va la contrôler parce qu'elle roule trop vite, je crois, une connerie comme ça. Du coup, il va voir son nom sur la carte d'identité, il va dire Oh my god, et en fait. Elle va lui dire écoute, garde le silence, d'où le titre L'achat du silence, parce qu'elle va faire genre je te payerai si tu gardes le silence. Et lui, en fait, au fur et à mesure qu'ils vont se rapprocher, il va se dire non mais ta thune je la veux pas, moi c'est toi que je veux. Donc pas mal de smut, c'est vrai, mais j'ai beaucoup aimé le côté vraiment petite ville et les personnages qui sont assez attachants. Comme je vois que c'est un tome 1, je me dis que potentiellement il y aura d'autres tomes sur d'autres personnages et je serais très curieuse de lire ça. En plus j'aime bien la couverture, elle fait très... Je sais pas, bon, c'est en français ça pour le coup, c'est sorti aux éditions Roncières, mais voilà, c'est pas non plus transcendant, mais j'ai passé un bon moment. Et puis du coup, tout le reste, c'est des livres que j'ai achetés à Londres, donc ne bougez pas, je reviens avec la pile de la honte, enfin pas vraiment de la honte parce que je l'assume et j'en suis très heureuse, mais la pile du craquage plutôt.
Voilà. Donc j'ai acheté tout ça. Dites-vous que tout ça m'a probablement coûté moins cher que les 3 livres que j'ai achetés en France. Voilà, c'est dit, hein. Je vais pas m'apesantir sur le sujet. Si vous voulez voir de manière un peu plus détaillée les livres que j'ai achetés durant mon petit voyage, je vous invite à aller voir le vlog que j'ai fait sur notre excursion londonienne. Je vous mettrai bien évidemment le lien par là-haut et dans la barre de description. À la fin du vlog, je vous montre vraiment de manière détaillée tous les livres que c'est et si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me dire. Sachez que du coup sur la pile, attendez je pose parce que c'est très lourd. Je disais, sachez que sur tous ceux que j'ai achetés, j'en ai déjà lu 2,5 on va dire, puisqu'au moment où je tourne cette vidéo, je suis à peu près au milieu de The Cinnamon Bun Bookstore parce que j'ai lu le premier qui s'appelle The Pumpkin Spice Café. C'était tellement mignon, beaucoup trop cosy, genre vraiment les téléfilms de Noël en version automne, en version roman. C'est pile poil ce dont j'ai besoin en ce moment et j'aime trop les personnages, j'aime trop l'ambiance petite ville. Les romances sont trop mignonnes, bref, j'ai kiffé et c'est pareil, ça c'est que en anglais du coup pour l'instant, mais j'espère vraiment que ça va être traduit parce que ça vaut le détour. Et bien évidemment, j'ai lu direct le nouveau Percy Jackson qui s'appelle donc Percy Jackson, Wrath of the Triple Goddess et c'est trop bien, c'est Percy. J'ai envie de vous dire c'est Percy, donc c'est forcément incroyable. Moi en tout cas, j'ai kiffé. Voilà, c'est tout pour ce bilan, enfin c'est tout. Heureusement que j'ai pas eu à vous montrer un par un les livres que j'ai achetés en Angleterre parce que sinon on en avait encore pour 40 minutes de vidéo. Mais voilà, allez voir le vlog, je pense que ce sera plus simple comme ça. Et comme je vous le disais, si jamais vous voulez voir un livre de plus près, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez lu un livre dont j'ai parlé qui vous tente... Non, attendez, ça n'a aucun sens cette phrase. Si vous avez vu un livre dont j'ai parlé qui vous tente, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous avez lu un livre dont j'ai parlé, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu. Je sais pas pourquoi je prends ce ton. Concentre-toi, Marie. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez donc pas à lâcher un petit commentaire pour papoter. Si vous êtes trop timide pour dire quelque chose de construit, je vous invite à mettre... qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Mettez des petites tasses de chocolat chaud et des petites pâtisseries. En gros, vous voyez ces couvertures qui sont extrêmement mignonnes et qui sont trop cosy, trop automnales et tout. Mettez des emojis qui vous font penser à ça. Ça peut être les petites feuilles, ça peut être la petite tasse de café, ça peut être les petits livres, ça peut être le petit chat. Mettez des trucs qui sont en rapport avec cette couverture, comme ça, on aura une ambiance cosy dans les commentaires. Ça n'a aucun sens ce que je vous demande. C'est pas grave, c'est comme ça. Je disais donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à vous abonner, à activer les notifications, à liker la vidéo. Ça me fait toujours trop plaisir quand vous le faites. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!